dit on va parler de l'avenir du handball. Alors il faut toujours se situer en sport, M. Jafar Ifsah, par rapport déjà à nos voisins. Quand l'entraîneur tunisien dit on est venu en Algérie pour gagner le titre tant en garçons qu'en messieurs. Quand on se rappelle que l'Algérie, dans les années 80, battait l'équipe de France, championne du monde, championne olympique, championne d'Europe, ce qui veut dire en d'autres termes que nous étions à un niveau et qu'au lieu d'avancer, on a reculé. Les Tunisiens aujourd'hui, tant dans les catégories de jeunes qu'avec l'équipe senior, ils ont battu l'Allemagne. Dans les catégories de jeunes, ils brillent. Comment faire pour justement faire repartir le handball national, qui reste la deuxième discipline en sport co? Je vous pose la question à vous, qui êtes cadre supérieur du sport, qui avez géré, qui avez vécu, qui connaissez bien les problèmes du sport national. Vous savez, quand on parle de haut niveau, le haut niveau a ses exigences. Ah, merci. Les exigences du haut niveau, on a jeté les bases d'un système performant avec la réforme de 77. Avec la réforme de 77, on était pratiquement dans le professionnalisme d'État. Et le handball était parmi les 7 premières disciplines, et puis on a élargi à 13, et qui a bénéficié donc de ces moyens considérables de la réforme sportive, qui ont donné donc à ces disciplines, et particulièrement au handball, les possibilités de s'exprimer au plus haut niveau, avec les 5 titres, avec les résultats aux Jeux méditerranéens. Je me rappelle, on avait battu la France. Casablanca, l'attaqué. Casablanca. On avait battu en 83 l'Égypte chez elle. On avait battu la Tunisie chez elle. 81. Et on avait la possibilité de présenter, d'aligner 2 et 3 équipes. On pouvait s'accrocher au wagon mondial. Et puis, il y avait aussi un travail collectif au niveau de la fédération, particulièrement au niveau de la direction technique. Puis il y avait une stabilité et il y avait aussi l'apport des gens qu'on ne voit pas sur les plateaux comme c'est le cas pour nous aujourd'hui, les directeurs techniques de Wilaya et puis certains DTS qui collaboraient sérieusement et qui apportaient la touche qu'il fallait pour donner au handball donc la place qu'il faut. Monsieur Jafar Ifsah, on ne va pas faire de la nostalgie, ça on le sait aujourd'hui. Non, aujourd'hui, non, si j'ai commencé par Vous avez bien fait de le rappeler. Il faut refaire ce qu'on faisait. Est-ce qu'on peut le refaire? On peut le refaire. Alors qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui peut manque? le refaire. La volonté, on peut le le refaire. vouloir, le savoir-faire. Je pense qu'il faut d'abord aplanir les difficultés. Lesquelles? Les difficultés qu'il y a entre les différents opérateurs, le déchirement qui a marqué le handball ces dernières années, particulièrement depuis 1989, parce que ce qui s'est passé il y a 2 ans n'est pas lié, moi je m'inscris en faux, n'est pas lié à un problème de système de compétition, mais à un cumul de faits négatifs qui ont emmené à la détérioration tant des relations entre les différents opérateurs et partenaires du handball que la détérioration donc, du niveau technique. Et on a délaissé la formation, on a délaissé... Il n'y a plus rien qui arrive derrière, parce qu'il ne faut pas se mentir. De jeunes, alors qu'il y a quelques années, je le dis, il faut le rappeler, on pouvait aligner 3 équipes. On avait l'équipe A, l'équipe B, l'équipe Espoir, les juniors, les cadets, les sélections de Wilaya. Il y avait de véritables écoles de sport. Donc, on doit reprendre un peu ce qu'on avait fait avant, l'actualiser et se mettre donc au diapason des grandes nations, y compris celles qui nous ont copiés. Les Égyptiens, ils font ce qu'on avait fait. Les Tunisiens, ils font ce qu'on avait fait. Effectivement, après donc la crise financière qui a secoué certaines entreprises. Le désengagement de l'État, voilà, on va le dire comme ça. Le désengagement brutal, parce que dans les textes, il n'y a pas de désengagement. Mais sur le terrain, il y a eu ce désengagement, et c'est toujours le handball, les petites disciplines qui C'était inattendu, le désengagement? Non. C'était inattendu? Non, c'était la crise économique, le changement donc de le choc la loi, le choc la de loi 86, les prix qui avaient chuté, de restructuration des entreprises, l'éclatement. Où est la DNC? Où est le NADIT? Où est donc où sont les grands clubs d'Alger, le MED, le MCO?
Saïda d'antan. Skikda. Skikda. Monsieur Jaffar, Donc ce sont des pôles de développement d'abord. est-ce que vous prêteriez main forte à la Fédération de handball si on vous fait appel bénévolement? Comment? Est-ce que vous allez assister, vous allez aider la Fédération si on vous fait appel? Je le fais, je suis à titre bénévole au niveau du comité et je suis prêt à apporter donc ma contribution. Il n'y a pas que moi, il y a beaucoup de gens qui peuvent apporter, qui sont malheureusement et qui sont éloignés. Beaucoup de gens qui peuvent apporter en handball. C'est pour ça que je dis, les legs, à travers cette manifestation, il faut sonner le rassemblement. Il y a des dirigeants honnêtes. Parce qu'il doit y avoir des retombées sur l'organisation de cette Coupe d'Afrique. Bien sûr. Il y a actuellement des étudiants et des enseignants de l'ISTS d'Alger, de l'IEPS, de l'ITS de Constantine qui font une analyse de l'ensemble de la manifestation sur tous les plans. Il y a des responsables de clubs qui sont là. Il faut sonner le rassemblement. Jaffar Ifsah, on a parlé de la discipline, mais on va essayer d'élargir, on va profiter de votre présence pour élargir. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille une décision politique, par exemple des pouvoirs publics, du ministère de la Jeunesse et des Sports, pour dire attendez, aujourd'hui le sport national, le handball inclus, ne peut vivre avec 40 disciplines et on va dégager une priorité sur 7, 8, 10 disciplines dont le handball ferait partie pour mobiliser tout l'effort financier. Est-ce que c'est pas ça l'issue, la solution idoine? C'est ce qui doit se faire. La réforme a commencé avec 7 disciplines. Et dans les disciplines elles-mêmes, il y a un choix à faire. On est arrivé à 13, on n'est pas arrivé à 30 disciplines performantes. Aujourd'hui, ces dernières années, tout le monde est considéré comme performant. Tout le monde, donc il y a une fédération le matin. Le soir, on vous dit, il faut que j'organise un championnat du monde, il faut arrêter le massacre. Je pense pour vous, c'est un massacre. Hein. Et vous pesez pesez vos mots. Je pèse mes mots. D'ailleurs, d'abord, la politique nationale du secteur qui avait été donc dessinée il y a 5 ans de ça, viser cet objectif. Maintenant, la nouvelle loi qui vient d'être votée aussi, elle apporte donc les outils juridiques. Maintenant, il faut passer à l'acte. Il faut passer à l'application. Alors, le discours, on l'entend, mais l'application, il faut passer à l'action. On ne peut pas, c'est inadmissible, un championnat avec 29 clubs, inadmissible. On est les seuls au monde. Inadmissible. Lorsqu'on avait réussi donc à propulser l'handball vers le haut niveau, on avait 8 clubs. Il y a un nombre impair. On avait 8 clubs et on a créé des secteurs techniques autour des clubs qui étaient pourvoyeurs d'athlètes. Parce que le sport scolaire, il est ce qu'il est. Pour ne pas dire qu'il n'y a pas de sport scolaire. Oui, on a toujours raconté, dans les rencontres au niveau officiel, non, ça travaille avec le ministère de l'Éducation, le ministère de la Jeunesse. Oui, ça travaille, mais quand on est... sur le terrain, parce qu'il ne faut pas se mentir, il n'y a rien. Sur le terrain, le primaire, il n'y a pas d'éducation physique. Voilà. De vraie éducation physique. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement réformer, aller de l'avant, qu'on puisse réfléchir, qu'on puisse dégager des créneaux? Écoutez, sincèrement, les solutions existent. Mais on n'avance pas, on est toujours au sur niveau des schémas de l'éducation nationale, on considère l'éducation physique comme une matière secondaire et on dit qu'elle est dispensée par l'enseignant. Il suffit d'avoir un médecin, il vous signera un des autres matières qui n'est ni motivé pour faire l'activité, ni formé, ni il a les moyens de le faire au niveau de son établissement. Arrêtons le massacre. Arrêtons le massacre. L'éducation physique est une matière, au plan réglementaire, obligatoire. Elle est intégrée au programme, intégrée aux examens et différents concours. Et même concours. on voit aujourd'hui au niveau de l'éducation nationale, il n'y a pas ce type de réflexion. On reste sur un schéma classique. Non, actuellement, il va y avoir... Pour le sport, je parle pour la place du sport. Je pense que la nouvelle loi, elle a clarifié les concepts, elle a clarifié les mécanismes. Et elle a clarifié les mécanismes, elle a défini les passerelles de collaboration, les responsabilités de chaque secteur. Maintenant, il faut qu'on passe à la vitesse supérieure. Et j'ai appris donc à travers la presse qu'aujourd'hui aura lieu une journée d'études, c'est intéressant, sur les textes d'application de la nouvelle loi. Parce que je vous le dis, Mohamed, j'ai fait une étude sur le sport algérien de 62
à 2012, au plan des textes, je vous donne un indicateur. Oui. On a eu 5 lois, 5 textes, en commençant 50 ans. en 50 ans. Bon, par rapport un peu aux normes internationales, ça fait donc on se rapproche de un peu plus de 2 mandats olympiques, c'est déjà pas mal. Mais les textes d'application, même pas 27% de textes d'application. J'allais vous le dire, les textes d'application Même sur pas. certaines lois n'ont même pas vu le jour. Même pas. D'abord, le code de l'EPS, il n'avait pas de texte d'application. Les autres, sur 900 et quelques textes d'application, 270 textes d'application uniquement ont été concernent le sport. Oui. Les autres textes qui ont été publiés au journal officiel, c'est quoi? C'est les décisions de nomination des cadres, de fin de fonction des cadres, de changement de dénomination des institutions. En d'autres termes, c'est un peu l'instabilité consacrée à travers les textes. Voilà. Donc, quand on n'a pas de texte qui accompagne un système, parce qu'il faut faire la différence entre le texte législatif, réglementaire, la stratégie et la politique du secteur, et aussi la politique et la stratégie au niveau des fédérations. Mais tout doit s'imbriquer en principe. Mais bien c'est sûr. comme un puzzle. Mais bien sûr. Là, maintenant, il y a une mosaïque, chacun travaille de son côté, chacun fait, on essaye de remonter, c'est pas vrai, on ne peut pas faire comme ça. Maintenant, si tout le monde, si les efforts de tous concourent à la réalisation des mêmes objectifs, ce qu'il y a dans cette loi peut propulser le sport algérien. Et quand je dis le sport algérien, toutes les pratiques sportives, parce que généralement on s'acharne sur le sport de compétition parce qu'il y a les résultats, parce qu'il y a la publication des résultats, parce qu'il y a le bilan tous les jours sur la presse, mais on a oublié les autres pratiques qui sont aussi importantes, si ce n'est plus. La pratique de l'éducation physique, la pratique du sport pour tous. On est une nation jeune, mais dans quelques années, la nation va vieillir. Il faut que dès maintenant, on pense à préparer pour le troisième âge. Pourquoi est-ce que je n'ai pas parlé des autres aspects? C'est pour rester sur la compétition, parce que la compétition reste la vitrine. Je me souviens que le handball, on va revenir au handball, on était présent aux championnats du monde, Jeux olympiques, là des Jeux olympiques, on y arrive. 13 championnats du monde. L'Algérie a participé à 13 championnats du monde. C'est celle qui a participé le plus, tous pays africains confondus. Et en Algérie, c'est celle, Flesporco, qui a eu le plus de participation aux Jeux olympiques, on n'y est plus depuis longtemps. On n'y est plus depuis longtemps, effectivement. Donc ça veut dire qu'on a perdu. On a bien énormément perdu. Mais bien sûr, il y a une régression totale. Il y a une régression d'abord au niveau des indicateurs de développement, au niveau des indicateurs de performance, Mohamed. Parlons du handball. Où est le mal? Parlons du handball. Il y a d'abord les problèmes du sport en général, qu'on ne peut pas isoler aussi de... On ne peut pas extraire une discipline de l'ensemble. Et puis on ne peut pas extraire le sport de tout ce qui y tourne autour. Mais le handball, ces derniers temps, a été malheureusement atteint d'une maladie, d'un cancer. Je reprends, et ça fait pas très longtemps, dans les années 90, nous battions le Danemark au championnat du monde. Le Danemark qui est grand favori pour les championnats d'Europe. Oui, on avait en 80, enfin, la meilleure en Islande, préparation, la meilleure performance, on était 14e, je crois. 14e, parce qu'avant, les championnats du monde, c'était 16 équipes. On est passé, à 24 équipes. Et on avait la possibilité de passer à un autre niveau. On se fait battre par la France. On avait la possibilité de passer à un autre niveau. On a raté le coche parce qu'après, il y a eu l'instabilité au niveau de la structure fédérale, la disparition, je le dis, la disparition de la direction technique. Quand moi j'ai quitté en 2000, je suis parti au ministère en 86, après le championnat du monde, un autre collègue a repris, mais il y avait donc la structure, pour des raisons multiples, s'est disloquée. Je suis revenu, j'ai été élu vice-président de la fédération, j'ai été élu président, je me suis désisté en dernière minute pour Bouhamara en 89. J'étais chargé de la commission technique nationale, pratiquement en tant que directeur technique national, jusqu'à 89, jusqu'à 91.
Et j'ai trouvé déjà une situation comme ça, par rapport aussi à l'environnement. Mais après, combien de DEN se sont... Parfois, on a un DEN, les dernières fédérations n'ont pas eu de directeur technique. Le secrétaire général nous disait... Pas de directeur méthodologique du tout. Je me rappelle, la question avait été posée à M. Laban, parce que c'est lui qui dirigeait la fédération. Il ne faut pas se mentir. La réponse était, il n'y a pas de locaux. Bon, que vous voulez quand on arrive à ce type de réponse, à ce type de situation? Non, mais ce n'est pas uniquement un problème d'espace. C'est un problème d'abord d'objectifs à définir, de stratégie à mettre en place, de programme à long terme. On doit penser maintenant aux Jeux Olympiques dans un athlète de haut niveau. Il faut au moins une douzaine d'années de formation pour qu'il puisse s'exprimer au plus haut niveau. Si on attend 12 ans, c'est trop tard. Est-ce que vous pensez, je m'excuse, c'est juste cette question et je reviendrai à vous. Est-ce que vous pensez que la crise concernant le hand est derrière nous, ou est-ce que vous pensez qu'elle est encore latente et qu'elle peut ressurgir à n'importe quel moment? D'autant plus qu'on laisse entendre que M. Saïd Bouamra serait partant après la Coupe d'Afrique des Nations. Non, je pense que... Pourquoi je dis? Il n'a pas le droit de le faire. Moi, je le dis, c'est un ami, il n'a pas le droit de le faire. C'est un langage franc. Le handball algérien a besoin de tous ces hommes. On est là pour le soutenir, même si on n'est pas des élus. Bénévolement, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont motivés, qui veulent apporter un plus. Saïd Bouamra a fait l'unanimité, donc il a été élu. Et il y a peut-être d'autres personnes qui auraient aimé se présenter et qui ne sont pas un peu par rapport au nouveau texte. Donc, dans le dispositif ne leur permet pas d'accéder à la fédération, mais ils peuvent apporter un plus. Il faut d'abord restructurer la DTN. Il y a un DTN. La DTN, ce n'est pas le DTN, c'est la DTN. Absolument, la direction. La DTN, nous, on faisait... On l'a vu, l'Algérie a gagné ses 4 matchs, l'Algérie est montée en puissance. Est-ce qu'on peut dire que... On va revenir juste sur le match d'hier. C'est le match le plus abouti concernant les garçons face au Congo-Brazzaville. 36-15. Ce qu'il y a lieu de relever... De s'approcher de... C'est que l'Algérie est déjà qualifiée en garçons et en filles. Rappelons-le, quart de finale. Mais nous, on espère que le chemin sera... très long et nous mènera à la finale prévue samedi prochain, le 25 janvier. Pour en parler ce soir avec nous, quelqu'un de bien connu dans le milieu du handball, mais également comme étant quelqu'un il a occupé des fonctions importantes au ministère de la Jeunesse et des Sports, cadre supérieur, c'est Jafar Ifsah. Bonsoir, monsieur Jafar Ifsah. Bonsoir, maman. Merci d'être avec nous. Saïd Lassette, spécialiste de handball, journaliste au Jeune Indépendant. Bonsoir, Saïd. Salut, maman. Alors, monsieur Jafar Ifsah, on l'a vu, l'Algérie a gagné ses 4 matchs, l'Algérie est montée en puissance. Est-ce qu'on peut dire que... On va revenir juste sur le match d'hier. C'est le match le plus abouti concernant les garçons face au Congo-Brazzaville. 36-15. Ce qu'il y a lieu de relever à travers donc, le match d'hier, d'abord, on a senti un passage à un niveau supérieur et aussi... des joueurs qui n'avaient pas la possibilité de s'exprimer lors des premières rencontres ont vraiment montré des dispositions de haut niveau. Et donc la confiance qui a été placée par l'entraîneur, elle était méritée. Ils ont montré des dispositions importantes parce que je ne vous le cache pas que quand j'ai vu la Tunisie, j'ai vu qu'il y avait 2 équipes, une équipe sur le terrain et une autre équipe sur le banc de touche. J'avais des frissons. Mais quand j'ai vu nos jeunes s'exprimer face au Congo, j'ai quand même repris confiance pour la suite de la compétition. Alors, Saïd Lassette, moi je pose la question, vous qui suivez l'équipe nationale. Hier, c'était l'Algérie qui était trop forte ou le Congo-Brazzaville qui était trop faible? Parce qu'on pose toujours cette question. Oui, absolument. C'est vrai, on a vu un équilibre d'équipe, 36 buts marqués, 15 buts encaissés, on a déroulé. On a bien joué défensivement, en attaque, eh bien on a fait preuve de réalisme. C'est pour ça que je vous pose cette question. Oui, absolument. Bon, moi je dirais les deux. Bon, le Congo, quand même, n'était pas à la hauteur des Algériens sur le plan technique et sur le plan physique aussi. Mais hier, Reda Zguili n'a pas fait rentrer le 7 majeur dès le départ. Je dis bien 7 majeur, parce que le 7 majeur était sur le banc de touche. Mais quand même, avec ce 7... Berkous n'a pas joué, par exemple. On prend ce joueur. Rahim, Sassi Boultif, Slahji... et puis la plupart, et puis Hicham Boudrali après. Donc je pense qu'avec cette équipe-là, le 7 qui n'est pas majeur,
On a trouvé des solutions dans le jeu. Et puis encore, ce qui a une chose de très très important en première mi-temps, c'était le système défensif de ce 7 qui était sur le terrain. C'était, qui m'a M. des jeunes qui se sont épanouis sur le terrain, qui se sont donnés à fond. Et puis c'était une occasion pour eux de démontrer que le bloc homogène algérien est composé de 16 éléments qui sont sur un pied d'égalité sur le même niveau. Donc je pense que là, ça a dérouté quelque peu nos amis du Congo qui ne se sont pas retrouvés en attaque parce qu'il y avait un bloc, une 6-0 très 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 assidu, très très écrasé sur un pivot qui ne sortait pas. Donc je crois. Et puis encore, il y a aussi le remplacement de Slahdi. On a trouvé un Samir Kerbouche qui est extraordinaire. Il a été excellent. Kerbouche, il a fait son match hier. Excellent. Je dirais, c'était l'un des hommes clés de cette rencontre parce qu'il a rassuré sa défense. Il est intervenu, il a eu des arrêts décisifs. Je me tourne vers vous, M. Djafali Ifsah. C'est vrai que Zeghili n'a pas eu le temps de travailler avec cette équipe, puisque on ne va pas revenir sur les conditions de préparation. Donc les 3 premiers matchs lui ont servi ou permis justement de corriger les erreurs, de faire monter en puissance son équipe. Effectivement, la préparation, malgré qu'il ait eu donc il a bénéficié d'un certain nombre de stages, mais l'effectif qui a été donc sélectionné pour la phase finale, notamment ceux qui jouaient en France, n'avaient pas la possibilité donc de participer à tous les stages. C'était uniquement au dernier stage pré-compétitif. Donc Zeghili a profité à la faveur donc des 3 premières rencontres pratiquement à parfaire sa préparation tout en faisant attention donc à la réussite et gagner les rencontres parce qu'on n'avait pas le droit à un faux pas. En commençant par le premier match, bon, disons, c'était pratiquement contre le Nigeria, c'était une formalité. Parce que pour le Nigeria, bon, ça nous a coûté un joueur. Mokrani. Donc Mokrani, Briah, qui n'a pas joué. Mais progressivement, la deuxième rencontre, ils ont montré un autre visage. Beaucoup plus dans la difficulté face à la République démocratique du Congo. Et pour le deuxième match, il y avait malheureusement quelques erreurs défensives de collaboration entre la première et la deuxième ligne et aussi de collaboration entre les joueurs. Et il y avait des difficultés donc, de maîtriser les déplacements du pivot, mais par la suite, les choses se sont donc améliorées. On a vu que, donc, comme le dit lui-même l'entraîneur, l'équipe montait progressivement en puissance. Absolument, absolument. Il avait sciemment expliqué ça lors de la conférence d'après-match. Il avait que nous montons en progression. Et c'est vrai que dans la douleur, les résultats se font dans la douleur, entre guillemets. Il y a un différé, il y a un écart de 4 buts contre le Congo. Contre l'Angola, il y a eu aussi 4 buts. Donc, mais Reda Zeghili avait bien expliqué hier que cette compétition se gère d'une manière globale, en ayant une vision, un œil bien fixé sur l'après-décontation, c'est-à-dire à compter des quarts de finale. C'est là que les grosses cylindrées sortent, restent là, il y a une décontation, le tamis est passé. Et on voit les images à la télé de cette équipe nationale hier qui jouait contre la République démocratique du Congo. Il faut relever aussi contre le Congo Brazzaville considérable du 8e joueur. Donc les tribunes, c'était magnifique. Et il réagissait au bon moment. À chaque fois que l'équipe commence à traverser une phase de passage à vide, ils le reprennent. Donc le 8e joueur entre sur le terrain, bien qu'on ne le voit pas, mais il a été efficace. Alors sur la journée d'hier, on a parlé sur le match d'hier, on a parlé de Kerbouche, le gardien de but, qui a pris la place de Slahdi et qui a tenu plus que convenablement son rôle. Il a été présent, il a répondu, ça veut dire qu'il est en plein dans la compétition. Mais il y a des joueurs hier qui ont montré tout un de visage. Ils sont complètement libérés. Et là, je pense notamment à Ben Ali, qui a été... À l'aile droite. À l'aile droite. Il a fait hier, il a répondu présent. Je pense à Hamoud Khomeini, également, qui a répondu présent, après avoir douté, raté certaines actions. Shintout, qui a eu du temps de jeu et qui a marqué. Et puis également, sans oublier Riyad Chabour, qui, après avoir un début difficile sur la première partie de tournoi, hier s'est complètement libéré. Ce type de match permet également d'engranger de la confiance, de prendre de la confiance, de resserrer les liens dans l'équipe et puis, surtout, d'avoir envie. Et je retiendrai cette déclaration de Laban quand, à la fin du match, un journaliste lui a dit « Alors Laban, vous gagnez aujourd'hui, restons... » Il a dit « Attendez, il ne faut pas s'enthousiasmer. Nous, on veut aller le plus loin possible et gagner la Coupe d'Afrique des Nations. » C'est la première fois qu'un joueur le dit aussi clairement. On veut gagner. C'est le seul qui le dit. Je suis... écoutez, effectivement, dans ce genre de compétition... Il y a le mental. Première phase, le mental est important, mais il faut aussi une stratégie. C'est ce qui a été fait
jouer match par match tout en pensant donc à la qualification au tour suivant. La confiance, même l'entraîneur a retrouvé une équipe qui avait des moyens, qui a démontré donc des possibilités et qui avait une aspiration donc pour la finale. Bien que sur le papier, on voit un déséquilibre entre notre équipe et par exemple l'équipe tunisienne, mais sur le terrain, notre équipe a montré des dispositions extraordinaires qui peut les emmener au trophée. Hier c'était quand même la cerise sur le gâteau en ce qui concerne le match. 18-6 à la mi-temps, c'est-à-dire on encaisse 6 buts en 30 minutes, à raison de 5 minutes chaque but, c'était très bien. Mais en seconde mi-temps, moi je vais revenir à Ben Ali Kimakal Ma'ammar et surtout à Soudani Rabah. Ils ont fait le spectacle parce qu'ils ont répondu au spectacle qu'il y avait dans les gradins. On avait vu deux kung-fu, une passe dans la zone, c'était Ben Ali qui donnait à Soudani. Et puis, il y avait la réponse du berger à la bergère. Soudanais avait donné aussi à Ben Ali qui faisait ça. Donc, c'était pour terminer en apothéose cette belle victoire. Il y avait un public fou. On reviendra toujours assez sur un huitième joueur sur le terrain. Le vice-président de la Fédération internationale qui était là à cette place, le président de la Fédération française, qui a été impressionné par le public, même sa femme, par le public de la salle, Harsha. Oui. Alors, on va parler des garçons, après on reviendra aux filles. Aujourd'hui, le Maroc. Le Maroc, c'est un match assez spécial parce qu'on l'a vu, déjà à l'entrée de la délégation marocaine, les spectateurs ont montré leur mécontentement pour protester contre ce qui s'était passé, rappelons-le, au Maroc où le drapeau algérien avait été brûlé. Donc on a très bien retenu, mais les Marocains, on a vu beaucoup d'hostilité. Les Libyens ont été applaudis, les Égyptiens applaudis, les Tunisiens applaudis, mais aujourd'hui c'est un match assez spécial. Effectivement, c'est un match assez spécial au plan technique. Le Maroc est à la portée de notre équipe. Ça fait pas de doute. Bon, il est vrai que c'est un peu un derby. Il y a de la passion autour de ce match. Mais il y a de la passion autour de ce match, mais cependant, il faut un peu revenir à la sportivité, revenir au calme. Les supporters doivent continuer à accompagner leur équipe pour aller au sacre final, tout en respectant l'adversaire, particulièrement... Faire preuve de civisme. Faire preuve de civisme, comme ils l'ont toujours fait dans les moments difficiles. Vous avez vu les derniers matchs en football, on avait une galerie extraordinaire qui a respecté les hymnes nationaux, qui a applaudi les gestes fair-play et qui a su accompagner son équipe de la première à la dernière minute et l'a boosté quand il le faut. Je pense que le public de Harsha va faire de même et pour être derrière l'équipe nationale qui a passé. On demandera au public d'être derrière. Moi, j'ai adoré le public de Harsha. Oui, il est adorable. Non, je vais vous dire pourquoi j'ai adoré. Des fois, vous avez 1 ou 2 ou 3 spectateurs, ou 5 ou 10, qui commencent à siffler. Et puis, vous avez le public qui se lève et qui dit non, arrêtez, s'il vous plaît. Voilà. Et ça, c'est vraiment une marque de civisme. Oui, absolument. Et puis, pour revenir au match Algérie-Maroc... J'espère que ça sera réédité aujourd'hui. J'espère, c'est un peu compliqué. Mais pour revenir au match Algérie-Maroc sur le plan technique, bon, vous savez, le staff marocain, c'est deux anciens joueurs marocains qui connaissent bien le handball, Beraja et Bouhadioui. Donc, et puis les joueurs, il y a El Fil, il y a aussi le gardien Idir. Bon, le gardien Idir peut être aujourd'hui quand même, il peut jouer un rôle... qui n'est pas déterminant parce qu'il veut un peu sortir, on le connaît très bien, il est un peu nerveux, il veut sortir un peu du cadre. Mais je pense que les Algériens doivent aller penser au match. Parce que ce n'est pas le match le plus important. Absolument. On peut les battre tranquillement parce qu'il faut se projeter toujours, et vous l'avez dit, Jafar Ifsah, sur cette finale qu'on veut jouer, on veut aller en finale. Il faut les battre, mais il faut gagner toute l'équipe à la fin du match, éviter d'éventuelles blessures. Et vous savez, quand on arrive en phase un peu de... Quand les athlètes sont fatigués, c'est très facile d'avoir ce qu'on appelle des blessures de fatigue, des fractures de fatigue. Et aussi, il faut éviter que les Marocains ils vont essayer de s'accrocher. Oui. Et c'est un derby. Non, s'accrocher même dans le corps à corps, pour le pivot, pour les tireurs, pour les ailiers. Faire quelques gestes pas très corrects et pas fair play, on risque d'avoir des blessures. Donc l'entraîneur, je suis sûr qu'il a pensé à ça et qu'il a dû, avec le DTN et tout le staff, parce qu'il y a tout un staff qui observe les rencontres des adversaires et qui présente donc un rapport au DTN, lequel DTN le présente à l'entraîneur pour éviter, parce que l'entraîneur, il est
pris dans la directement compétition, pris plongé. dans la compétition. Il faut qu'il y ait un œil un peu de l'extérieur qui essaie de se détacher un peu de la passion de la rencontre et reproduire, un peu scanner l'adversaire, ses potentialités, ses faiblesses, ses moments de vide, ses moments de force. Et Alors, on l'a senti d'ailleurs très bien lors de la dernière rencontre. D'accord. Alors maintenant, on va passer aux filles. C'était leur finale face à la République démocratique du Congo. Elles avaient fait match nul contre le Sénégal. Elles ont battu le Cameroun. Et là, c'était leur finale. Mission accomplie. Elles ont battu la RDC. Mais est-ce que la RDC, qu'on risque de retrouver en demi-finale, ne s'est pas laissé faire? Sans vouloir, disons, rabaisser la performance des filles. Parce qu'on a perdu également une fille dans le match. Oui, oui. Et puis là, le staff technique algérien, Karim Achour et Neili Djemila, savent que l'Algérie doit rencontrer une seconde fois en demi-finale cette même équipe du Congo pour une place en finale. Donc maintenant, les dés ne sont pas encore pipés, mais quand même... c'est une hypothèse, M. Jafari. Peut-être que l'équipe de la RDC a caché son jeu. Oui, absolument. Non, peut-être qu'ils ont essayé un peu de préserver certaines joueuses, mais il faut le dire aussi que notre équipe a bien joué. Oui. Elle monte en puissance également, l'équipe féminine. Collectivement, mais aussi la gestion de la compétition a été faite de manière à leur permettre donc de dominer un adversaire qui nous avait dominé il y a 2 ans de ça déjà. On les a surpris dès le départ parce qu'à la 8e minute. On les voit, elles sont heureuses là après cette victoire. Ouais. Laola avec le public, 27-20, belle victoire, Très 7 belle, buts très d'écart, tout y était quoi. Alors justement, je reviens, est-ce que vous dites, vous non, la RDC a joué son match Moi je pense qu'elle a joué, Oui, elle a joué son match. tout en prenant. Il est vrai que tout entraîneur, à travers donc les différentes rencontres, prend un certain nombre de précautions et dans sa stratégie, bien sûr, il est clair que parfois il y a des choses qu'il faut montrer aller à 100%, pour d'autres il faut un peu tempérer, mais je ne pense pas qu'ils aient caché grand-chose. Du tout. C'est plutôt notre équipe qui les a poussés donc à se découvrir. Non, parce que le coach, M. Jaffar, le coach Célestin, qui est du Congo, avait demandé un premier time-out à la 7e minute du jeu quand l'Algérie menait 7-1. Quand vous dites time out, c'est un temps mort. Voilà. Pour donner des conseils, un temps mort d'1 minute. Il avait demandé rarement, un technicien demande un time-out au début de rencontre. Donc ça n'allait pas bien. C'est le départ des Algériennes, le bon départ, qui a fait quand même couler, entre guillemets, les Congolaises qui n'arrivaient pas à se reproduire. Et par la suite, elles se sont reprises 7-4, 7-5, 8-5, 8, jusqu'à la mi-temps où on menait de 2 buts, 12-10. Non, surtout pour les filles, il y a une chose qu'il faut quand même rappeler. Cette équipe, donc il faut revenir au championnat. Du on monde. ne peut pas dire qu'on a un championnat national, pardon. Féminin. Donc, en dehors de 2 ou 3 clubs qui s'entraînent, je dirais de manière convenable, pour les autres, il y a le courage des filles et puis des dirigeants qui essaient de maintenir coûte que coûte. Et puis il y a eu le championnat du monde. Le championnat du monde, quand on dit on va au championnat du monde pour se préparer pour les championnats d'Afrique, moi je pense que c'est pas... On ne peut pas faire ça. Mais je crois que... Mais dans les conditions... M. Jafari, dans les conditions du handball national, ce qu'a vécu le handball national, est-ce qu'il y avait une autre alternative? Non, on ne pouvait pas changer les choses comme ça, parce que... Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Le handball a traversé une période difficile de pratiquement de 2 années, et de l'autre, il y a un sommet qui est programmé, ou bien on part ou on ne part pas, comme on est qualifié. Il ne faut pas priver les filles de cette manifestation, mais je pense qu'on aurait pu leur présenter les choses autrement. Il leur dit que vous allez à cette compétition pour vous aguerrir, pour essayer donc de jouer à fond. Vous avez tout à gagner, rien à perdre. Attendez, elles ont affronté les Danoises, les Brésiliens, oui, c'est sûr, ce sont les grandes filles. nations. Mais justement, c'est là on va pour s'aguerrir aux côtés de ces grandes nations qui ont terminé Championnes du pratiquement 3 au podium. La C'est Serbie important. également. Oui, la Serbie. C'est important. Mais quand on rabaisse le niveau du mondial et on en fait Un objectif intermédiaire. un objectif intermédiaire, ça fait... Il fallait libérer les athlètes. Mais est-ce que dans le même temps, la participation au mondial, l'entrée en lice dans la compétition, c'était un peu compliqué parce qu'elles jouaient dans une salle Harsha qui était archi-comble. Est-ce qu'aujourd'hui, elles ne sont pas en train de tirer bénéfice de ces matchs disputés durant les championnats Non, du monde? elles tirent bénéfice, ça c'est certain. Mais elles auraient pu tirer plus de bénéfices si on les avait préparées psychologiquement à affronter Oui, mais déjà, Ben avec Marsoula nous disait, sérénité qui était là à cette votre place, Ben compétition. Marsoula, Abdeslam, l'ancien Oui. capitaine d'équipe de l'équipe nationale, Qui était mon athlète. qui était votre athlète, Voilà. qui disait mais les changements d'entraîneur, on n'a pas été judicieux au niveau des staffs techniques, on a perdu du temps. On va pas refaire Non, l'histoire. effectivement, il y a eu des changements incessants d'entraîneurs et ça a perturbé effectivement. Même pour les athlètes, ils se disent qu'est-ce qui se passe. On était avec Aïtou Arab, Achour maintenant, et puis Aïtou Arab part, Achour revient. Est-ce que ça C'est sera les la filles même qui chose demandaient demain? Achour. On va faire les choses clairement. À l'unanimité, les filles ont demandé le retour de Achour et Achour est revenu. C'est bien parce que ça ramène la sérénité, ça permet à l'équipe d'aller de l'avant sans enlever le mérite à Aïtou Arab qui a dirigé l'équipe. Mais il y a des faits, les faits sont là. On ne va pas rester longtemps parce que c'est du passé. Là, on est en plein dans la compétition. Je vous pose la question. Aujourd'hui, les joueuses et joueurs de l'équipe nationale sont désinhibés par rapport au public. Est-ce que vous ne pensez pas qu'après les premiers matchs, vous avez le trac, elles avaient un peu la boule, que maintenant c'est complètement libéré? C'est la Vous communion. savez, en compétition,
Quand on est trop motivé, on est inhibé. Quand on n'est pas du tout motivé, on s'efface. Donc il faut un dosage, un juste milieu. La préparation psychologique, elle est présente partout, mais il faut un dosage pour emmener les athlètes au bon moment à s'exprimer au maximum de leur capacité. Je pense que le dosage se fait de manière progressive et que les athlètes des deux équipes, les filles et les garçons, y croient. Ils croient, essayent donc, pourquoi pas, c'est un défi. Profiter donc de l'organisation par l'Algérie pour la 4e fois de cette manifestation en Algérie, pour le déclic. Pas uniquement pour l'équipe féminine, mais pour l'handball algérien de manière générale. Ah ça c'est sûr, on n'est pas en train parce qu'il faut inscrire. Que si on regarde juste le bout de son nez, à savoir gagner la Coupe d'Afrique après, rien après, il n'y a aucun intérêt. Maintenant, il faut valoriser les legs. On va parler des legs dans la deuxième partie de l'émission. Voilà. On parlera des legs et comment redonner vie au handball national. Alors vous également sur la question de cette communion avec le public aujourd'hui, vous pensez, on l'a vu, tout le monde a fait la hola, que ce soit les garçons ou les filles à la fin du match, avec les deux tribunes, hein, il y a eu communion. Une communion parfaite, Mahmoud, parce que le public de Harsha, qui est connaisseur en la matière, a découvert certains joueurs et joueuses. Et à l'inverse, les quelques joueurs et joueuses ont découvert le public parce qu'ils n'ont jamais joué ou ils n'ont jamais joué. Je citerai pour les filles. Nadia Belkhdar, elle joue à Cannes, excellente. Najah Souli, l'Hélière de Bergerac, c'est la découverte, excellente joueuse qui joue intelligemment. Rabah Soudani, Omar Ben Ali, Mokrani, c'est des joueurs qui sont bien placés en Europe, en France, et qui découvrent un public. Donc je crois que la communion passe parfaitement. Les premiers matchs, je suis d'accord avec Marc quand il s'agit qu'il y a une crispation, il y a on essaie d'infiltrer, de s'infiltrer, et puis là c'est... Alors, je vous demande des réponses rapides. L'absence de Amel, qui s'est blessée, qu'on risque de ne pas de récupérer, elle peut peser? C'est une fille qui a un apport considérable. Efficacité mais maintenant, aussi. Une efficacité, il faut que les entraîneurs puissent donc pallier en utilisant... les autres athlètes de manière intelligente, ce sont les aléas de la compétition. C'est les aléas de la compétition. Elle est gauchère. Oui. Et l'autre gauchère qu'il y a sur le terrain, c'est Izine Bila qui ne peut pas jouer à l'aile. Moi, je pense que c'est un peu délicat. Pour peu qu'on la récupère, mais je ne sais pas. Eh bien, Inch'Allah, c'est tout le mal qu'on souhaite que l'entraîneur national puisse récupérer Amel, qui fera la deuxième partie de cette compétition. Vous restez avec nous. On finit les programmes des clubs. On contrôlait les clubs pendant leur travail, on se déplaçait. Les athlètes, pour leur donner le label de performant, on les ramenait à Alger, au CNEPS et à l'ISTS, ils passaient des tests. On avait une batterie de tests d'accès à la performance. Et tout ça, on l'a laissé tomber? Tout ça, on l'a laissé tomber. Des étrangers, des publications ont été faites en France sur le travail que nous, on a réalisé. Il est où le collège technique des techniciens? Le collège technique a disparu. N'a jamais existé. Il ne pouvait pas disparaître. S'il avait disparu, c'est qu'il aurait existé. Il a disparu sans être existé. Il a existé parce qu'avant, momentanément, monsieur la 7, entre 2002 et 2005... En 2002, il devait être créé. Nous sommes en 2014. Non, il a été créé. 12 années après, il a été créé. Alors, juste, on va parler ensemble, parce que sinon, on ne va pas se comprendre. Non, il a été créé, il s'est réuni. Toute la politique technique n'a pas été définie par le bureau fédéral. Elle a été définie par cet organe qui est constitué d'experts qu'on a éloigné de par les textes, puisque les techniciens n'avaient plus le droit, vous savez très bien. Je sais très bien, oui. Les techniciens de toutes les fédérations n'avaient plus le droit d'accès à l'Assemblée générale. Avant, moi je disais à M. Bouamra, quand je pars à la réunion bureau fédéral, je dis non, s'il vous plaît, on ne parle pas de technique ici. Celui qui va apporter, on l'invite à la DTN. On vient, on vous ramène des programmes pour les traduire sur le terrain, et pourtant, Bouamra était mon enseignant. Il est plus fort que moi sur beaucoup de plans, plus d'expérience. Enseignant en méthodologie. De méthodologie, en balle, mais chacun ses responsabilités, chacun ses missions. On se déplaçait sur le terrain. Les entraîneurs de clubs participaient au stage des équipes nationales. L'urgence aujourd'hui. Alors, la Coupe d'Afrique des Nations va se terminer le samedi 25. Le résultat, on ne le connaît pas, on l'espère que ce sera le meilleur résultat possible pour l'Algérie, tant chez les messieurs que chez les dames. Après. Je vous assure que toutes les conditions sont réunies pour passer à un autre niveau. Les pouvoirs publics, à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports, les collectivités locales ont pris conscience de l'importance du handball et de ce que peut drainer le handball comme jeune pour la pratique.
et les extraire un peu des problèmes de tous les jours. Il y a un potentiel d'encadrement tant de bénévoles que de permanents. Il y a des jeunes, il y a des talents extraordinaires. Moi, j'ai été agréablement surpris lorsqu'on avait organisé la simulation. Je pars, je trouve des jeunes. J'ai dit, mais on a arrêté. On a dit, on arrête c'est les minimes qui allaient jouer. On m'a dit, oui, c'est des minimes. Je vous assure que je pensais que c'était des juniors. Des minimes de très grande taille. Ouais. Ben, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Maintenant, il va falloir, donc, en relation avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, les autres secteurs, mettre en place des programmes ambitieux. Vous savez, l'infrastructure existe. On récupère Harsha, Chiraga et l'OMS. L'infrastructure existe. Il y a les structures nécessaires pour prendre en charge ces jeunes talents. Moi, je suis étonné de voir dire, oui, on ne peut pas s'entraîner. Vous avez la possibilité, en relation avec l'éducation nationale, un club, des athlètes avec la Ligue, les meilleurs talents, ils sont dans les classes pour études. C'est très possible. Les textes existent. Monsieur Jafar Ifsah, vous donnez une idée sur ce qui doit être fait, sur les pistes à suivre. On arrive à la fin de la mission. Ça passe très vite, on n'a pas vu le temps passer. Ce qui est sûr, c'est qu'on va se retrouver après la Coupe d'Afrique des Nations et on en parlera. Je terminerai avec Saïd Lasset. Saïd Lasset, à partir de demain, eh bien, c'est des matchs à élimination directe. Les quarts de finale, donc c'est l'élimination directe, la décantation. Donc on n'a pas encore les horaires, on les aura peut-être demain matin, mais j'espère que les filles, comme tu l'as si bien dit, Ma'ammar, et les garçons iront le plus loin possible. Donc les filles, ça se trace un peu, c'est Algérie-Guinée en quart de finale. On est premier, on va rencontrer le dernier de l'autre poule, c'est bon signe. Peut-être une éventuelle demi-finale Algérie-Congo chez les filles, la RDC, Inch'Allah, ils iront en finale. Les garçons. Eh bien, les garçons, en principe, le chemin est tout tracé pour aller en finale et affronter le vainqueur, parce que ça se dessine également de Tunisie, Égypte. Monsieur Jafar Ifsah, merci d'avoir été avec nous. Ça a été vraiment agréable. C'est passé très vite. On n'a pas vu le temps passer, mais on reviendra parce qu'on parle de politique sportive. On parle également d'objectifs. On parle également d'organisation d'une discipline et du sport national. Saïd Lasset, on se retrouvera bien évidemment demain toujours pour parler de handball. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain et on parlera également